En at 4h02 du matin, Buckingham Palace a publié un communiqué qui a ébranlé la Grande-Bretagne. Le prince Andrew, autrefois duc d'York, avait été dépouillé de tous ses titres et honneurs royaux. Le premier acte de ce type depuis plus d'un siècle. Après des années de scandales, de déni et d'indignation publique, le verdict est tombé. Coupable. En une seule phrase, des siècles de privilèges royaux ont été brisés. L'homme né dans la monarchie se tenait désormais à l'extérieur de ses murs. Les titres, les médailles, la dignité, envolés. Et alors que le soleil se levait sur le château de Windsor, une vérité résonnait dans tous les titres. Aucune couronne ne peut protéger un homme des conséquences. La chute commence. En août 2021, le nom du prince Andrew a refait surface dans les titres mondiaux, non pas pour des fonctions royales, mais pour une disgrâce juridique. En vertu de la loi new-yorkaise sur les victimes mineures, Virginia a intenté une action civile, alléguant qu'elle avait été victime de trafic par Jeffrey Epstein et agressée sexuellement par Andrew à l'âge de 17 ans en 2001. Les allégations étaient explosives. Andrew a tout nié, mais les dégâts ont été immédiats. Les appels au palais pour qu'il agisse se sont multipliés, surtout après l'interview désastreuse du prince à BBC Newsnight en 2019, une apparition censée clarifier, mais qui a au contraire enflammé la situation. En janvier 2022, sous la pression publique et politique, Buckingham Palace a dépouillé Andrew de ses affiliations militaires et de ses parrainages royaux. Il n'était plus désigné par son Altesse royale, une suppression symbolique du pouvoir. L'annonce précisait qu'il se défendrait dans le procès en tant que simple citoyen. C'était une réprimande sans précédent. Jamais auparavant un membre senior de la famille royale n'avait été mis à l'écart de manière aussi spectaculaire, sans être complètement expulsé de la famille. Mais Andrew restait un prince. 8e dans l'ordre de succession au trône, un écho de son ancien rang, toujours porté par la naissance. L'affaire civile s'est terminée discrètement en février 2022 par un règlement à l'amiable, sans aveu de culpabilité ni excuse publique. Des rapports suggèrent que l'accord comprenait un paiement de 12 millions de livres sterling, couvert en partie par les fonds privés de la reine. Mais la tâche ne s'est pas effacée. Les survivantes des abus d'Epstein ont considéré cela comme une demi-mesure. Les défenseurs et les médias ont insisté sur le fait qu'une véritable responsabilisation devait encore venir. Ce qui a aggravé la situation, c'est le silence public d'Andrew, sa retraite dans la vie privée et le refus du palais de répondre à des questions plus profondes. Début 2023, des documentaires, des mémoires de survivants et des enquêtes renouvelées ont fait en sorte que le scandale reste vivace. Virginia Joy, devenue un symbole mondial de la défense des survivants, a continué à faire pression pour la vérité jusqu'à son suicide, choquant en avril 2025. Cette tragédie a rouvert les blessures et recentré l'attention. Beaucoup pensaient que sa mort inciterait enfin les institutions à prendre des mesures irréversibles. Et ils avaient raison. La dynamique avait changé. À partir de ce moment, un sentiment d'inéluctabilité est revenu. La monarchie ne pouvait plus défendre l'inaction. Et derrière les portes du palais, la pression montait, de l'indignation publique au mécontentement royal. Le prochain acte ne serait pas un procès juridique. Ce serait un acte de titre, d'héritage et de pouvoir. La pression monte. La semaine du 10 octobre 2025 ne ressemblait à aucune autre que Buckingham Palace ait connue dans l'histoire récente. Les mémoires posthumes de Virginia Joffrey, Nobody's Girl, devaient être publiées. Des extraits divulgués ont été publiés par les médias le 14 octobre, détaillant 3 rencontres présumées avec le prince Andrew, dont une au domicile de Ghislaine Maxwell à Londres en 2001. L'écriture était directe, furieuse et déchirante. Ces mots dépeignaient Andrew comme un homme imbu de ses droits et son traumatisme comme durable. Même sans preuve devant un tribunal, le tribunal de l'opinion publique a commencé à rendre son propre verdict. Au même moment, le frère de Joffrey, Sky Roberts, est apparu sur BBC Newsnight, la voix brisée alors qu'il décrivait le moment comme une justification.
Il a exhorté le roi Charles à agir, suggérant qu'Andrew soit même dépouillé de son titre de droit de naissance. « Nous n'en avons pas fini, a-t-il dit. Il y a encore plus à venir. » Ces déclarations, amplifiées par la presse mondiale, ont exercé une pression intense, non seulement sur le duc d'York, mais sur l'ensemble de la famille royale. Pour beaucoup de ceux qui regardaient, il s'agissait de justice institutionnelle et pas seulement de punition personnelle. À l'intérieur du palais, l'ambiance est devenue tendue. Selon plusieurs correspondants royaux, le roi Charles III et le prince William étaient favorables à une plus grande prise de distance. Des rapports se suggèrent que, lors d'une conversation privée le 15 octobre, Charles a dit à Andrew que le moment était venu. Des sources ont affirmé qu'Andrew avait résisté, croyant toujours pouvoir attendre que les titres disparaissent, mais la famille savait le contraire. La monarchie ne pouvait plus supporter ce poids. Le 17 octobre 2025, la déclaration est tombée. Le prince Andrew cesserait d'utiliser tous les titres restants, y compris ceux de duc d'York, comte d'Innes et baron de Kills. Sa décision a été présentée comme volontaire à la suite de discussions avec le roi. C'était le signe le plus clair que les murs s'étaient refermés. Bien qu'Andrew reste un prince de naissance, sa pertinence royale avait effectivement pris fin. Mais si l'annonce était décisive, ses implications étaient plus que symboliques. Il ne s'agissait pas seulement d'un homme, il s'agissait de monarchie, de droit et d'histoire, et de savoir si les titres donnés pouvaient vraiment être repris. L'annonce, le bulletin royal publié à 4h02, heure du Royaume-Uni, a été bref, mais les répercussions ont été immédiates. Après discussion avec Sa Majesté le Roi, le duc d'York cessera d'utiliser tous les titres et honneurs. On pouvait lire « Le nom du prince Andrew est désormais dépourvu de ses appendices hérités, duc d'York, ordre de la Jarretière et de ses rôles cérémoniels dans l'armée britannique. » Il s'agissait du retrait de titre le plus important d'une figure royale depuis plus d'un siècle. Pour comprendre à quel point c'est rare, il faut remonter à 1919 lorsque le prince Charles-Édouard a été dépouillé de son duché pour avoir pris parti pour l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Même dans ce cas, il a fallu une loi du Parlement. Ici, l'abandon d'Andrew était volontaire, du moins sur le papier. En pratique, il s'agissait de l'aboutissement de la pression royale et publique. La monarchie devait signaler un changement, et Andrew était devenu son passif le plus visible. Il y a eu des conséquences au-delà de l'homme lui-même. Sarah Ferguson, son ex-femme, n'utiliserait plus le titre de duchesse d'York. Leurs filles, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, ont conservé leur style, une décision visant à leur épargner des dommages à leur réputation. Mais le message était clair. Le statut royal n'était plus un bouclier intouchable. Dans la déclaration, Andrew a déclaré « Les accusations continues à mon sujet distraient du travail de Sa Majesté et de la famille royale. » C'était un aveu soigneusement formulé, sinon de culpabilité, du moins de réalité. Comme l'a dit le biographe royal Robert Hardman, il n'est pas tombé sur l'épée. On l'y a poussé. Les titres ont disparu. Le scandale est resté. Pourtant, il ne s'agissait pas seulement d'une crise actuelle. C'était une rupture historique. Et alors que les experts se démènent pour trouver un précédent, la question suivante a émergé. Quand cela s'est-il déjà produit? Contexte historique et précédent. Pour comprendre à quel point ce moment est extraordinaire, il faut remonter à plus de 100 ans. La dernière fois qu'un duc britannique a perdu son titre, c'était en 1919, lorsque le prince Charles-Édouard, petit-fils de la reine Victoria, a été dépouillé de son duché pour avoir pris parti pour l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Cet acte a nécessité le Titles Deprivation Act de 1917, une loi spécifique adoptée par le Parlement pour punir les traîtres royaux. Ce qui rend le cas d'Andrew si différent, c'est qu'aucune loi n'a été utilisée cette fois-ci. La perte est venue de l'intérieur des murs du palais. Des historiens comme Anthony Seldon l'ont qualifié de moment décisif pour la monarchie moderne. Contrairement à la trahison en temps de guerre, la chute d'Andrew découle de la moralité publique et de la confiance sociale, et non de la politique.
Sa destitution n'impliquait pas une trahison de la couronne, mais quelque chose de beaucoup plus corrosif. L'érosion de la dignité, de l'honneur et de la crédibilité. En ce sens, ces titres n'étaient pas que des symboles, c'étaient des outils de légitimité publique. Les perdre, c'était perdre de l'autorité, même si, techniquement, il reste le prince Andrew, 8e dans l'ordre de succession au trône. Il est essentiel de comprendre que la monarchie a toujours été à la fois héréditaire et performative. L'idée que l'on puisse volontairement s'éloigner d'honneurs anciens remet en question des siècles de tradition royale. Comme l'a dit Robert Hardman, biographe royal, dans une interview à la BBC le 17 octobre 2025, il veut que cela paraisse volontaire, mais c'est l'institution qui l'a décidé, pas l'individu. À huis clos, les initiés du palais ont décrit cela comme un incendie contrôlé, des dommages nécessaires pour préserver le reste de la structure. Même les spécialistes du droit constitutionnel ont noté la fine ligne entre l'abandon et la destitution. La professeure Catherine Barnard de l'Université de Cambridge a expliqué « Pour destituer des titres, il faut l'approbation du Parlement. Pour cesser de les utiliser, il suffit du consentement royal. » Le palais a choisi la deuxième option, silencieuse, immédiate et irréversible en pratique. Pourtant, son poids symbolique est immense. La monarchie, un système fondé sur la continuité, venait de démontrer que même le droit de naissance pouvait être restreint. Alors que les livres d'histoire étaient réécrits, la réaction du public est devenue aussi puissante que celle de la royauté. Les survivantes des abus de Jeffrey Epstein, les défenseurs des droits et les commentateurs du monde entier ont inondé les fils d'actualité et les ondes. Pour eux, il ne s'agissait pas de monarchie. Il s'agissait de justice, de justification et de visibilité. Ce qui s'est passé ensuite s'est transformé en un chœur de voix mondiale, chacune exigeant que ce moment marque non seulement la fin du chapitre royal d'Andrew, mais le début de la responsabilisation partout. Réaction du public et des survivants. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de 4h02, les médias sociaux ont explosé. Des mots comme « enfin, justice et responsabilisation » sont devenus des tendances sur les plateformes, de Londres à New York. Parmi ceux qui ont réagi le plus émotionnellement, il y avait les survivants du réseau de Jeffrey Epstein, dont beaucoup avaient passé plus de 2 décennies à attendre une reconnaissance publique de leurs histoires. Pour eux, il s'agissait d'une justice symbolique, d'une déclaration selon laquelle le pouvoir ne peut plus se cacher derrière la lignée. Hayley Robson, l'une des premières accusatrices d'Epstein, est apparue sur BBC Newsnight plus tard dans la soirée, luttant contre les larmes. Elle a dit que c'était un peu de responsabilisation. Elle a rendu hommage à Virginia Giuffre, qui, selon elle, avait commencé ce combat. La mort de Giuffre, en avril 2025, avait laissé un vide dans le mouvement, mais sa famille l'a comblé. Son frère, Sky Roberts, a déclaré aux journalistes de la BBC « C'est un moment de joie pour les survivants du monde entier. Elle serait fière. » Sa belle-sœur, Amanda Roberts, a ajouté « Ce n'est que le début. » Devant Buckingham Palace, des foules se sont rassemblées avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Personne n'est au-dessus des lois » et « Les titres n'effacent pas la vérité ». Des commentateurs comme Jenny Bond, une ancienne correspondante royale, ont décrit l'humeur du public comme des temps douce amère, à moitié victoire, à moitié chagrin. Pour les survivants, c'était une justification. Pour les monarchistes, une humiliation. Pourtant, les deux camps étaient d'accord sur une chose. Cette décision a marqué un tournant dans la façon dont la famille royale interagit avec la responsabilité morale au 21e siècle. Même aux États-Unis, les législateurs et les militants ont lié l'événement à des appels plus larges à la transparence. Le ministère de la Justice, qui détient encore plus de 89% des documents scellés liés à Epstein, a fait l'objet d'un nouvel examen. Les réseaux de survivants ont fait pression pour que ces dossiers soient rendus publics. Ce n'est pas une fin en soi, a déclaré Robson le 18 octobre. C'est un signal que la vérité doit continuer à venir.
Les titres royaux ont peut-être disparu, mais la poursuite de la justice ne faisait que commencer. Alors que les réactions du public dominaient les titres, les implications constitutionnelles derrière cet événement exigeaient un examen plus approfondi. Quel est le pouvoir réel de la monarchie pour discipliner ses propres membres? Le roi Charles III ou le Parlement pourrait-il aller plus loin? La prochaine étape de l'histoire se penche sur l'architecture juridique qui régit la responsabilité royale et sur la façon dont ce seul cas pourrait remodeler la relation de la monarchie avec la Constitution britannique pour toujours. Implications juridiques et constitutionnelles. Juridiquement, l'abandon du prince Andrew se situe dans une zone grise. En vertu de la loi de 1917 sur la privation des titres, seul le Parlement peut officiellement dépouiller un membre de la famille royale de sa pairie. Pourtant, le 17 octobre 2025, le palais a complètement contourné ce mécanisme. La déclaration décrivait sa décision comme volontaire, épargnant ainsi aux législateurs un débat contentieux. En fait, Andrew détient toujours les titres de duc d'York, de comte d'Innes et de baron Kill, mais il lui est interdit de les utiliser publiquement. Des experts en droit constitutionnel, comme Sir Vernon Bogdanor, affirment que cette distinction est essentielle. Elle maintient l'autonomie royale, tout en évitant un précédent parlementaire qui pourrait menacer d'autres personnes. Si le Parlement est intervenu une fois, il pourrait intervenir à nouveau, a-t-il déclaré dans une interview au Guardian. Pour la monarchie, la gestion interne était le moindre mal. Cette décision a réaffirmé que la couronne pouvait encore s'autoréglementer, un équilibre fragile entre tradition et survie. Cependant, la confiance du public fonctionne en dehors de ces nuances juridiques. De nombreux Britanniques estiment que si les actes répréhensibles entraînent la disgrâce, les privilèges doivent être révoqués intégralement. Les militants ont relancé les appels à la réforme. Le membre du Parlement Chris Bryant, un critique de longue date des privilèges royaux, a proposé de mettre à jour la loi de 1917 afin d'y inclure les fautes morales, permettant ainsi au Parlement de retirer des titres en cas de dommage à la réputation ainsi que de trahison. Le débat, autrefois théorique, est désormais urgent. Ce que la situation d'Andrew révèle, c'est la contradiction au cœur de la monarchie. L'immunité personnelle au sein d'une institution publique. Il reste le prince Andrew, de par son droit de naissance, 8e dans l'ordre de succession et théoriquement conseiller d'État, bien qu'en pratique, ses fonctions soient dormantes. Ses privilèges perdurent, mais pas son honneur. Le système a préservé la lignée, mais a perdu sa légitimité. Dépouillé mais toujours protégé. Déshonoré, mais à l'abri. Le prince Andrew est entré dans la phase la plus étrange de sa vie. Un homme avec un statut, mais sans position. Derrière les portes du palais, les discussions sont passées de la légalité à la survie. À quoi ressemblerait la vie d'un prince sans but? Le chapitre suivant retrace l'avenir d'Andrew, son isolement, ses finances et ce qui reste de son identité publique dans un monde qui ne croit plus à l'intouchabilité royale. Un prince en exil. Suite à l'annonce d'octobre 2025, le prince Andrew s'est retiré dans un isolement quasi total. Des rapports ont confirmé qu'il resterait à Royal Lodge, la résidence de Windsor de 30 pièces qu'il louait au Crown Estate, initialement accordée comme une maison de grâce et de faveur pendant le règne de la reine Élisabeth II. L'arrangement est devenu controversé. Les contribuables britanniques, déjà frustrés par l'absence de conséquences juridiques, se demandaient pourquoi un membre déshonoré de la famille royale devrait conserver un tel luxe. En novembre 2025, le Parlement a commencé à examiner discrètement les protocoles de résidence du Crown Estate. Financièrement, Andrew est resté en sécurité. Bien qu'il ait perdu ses fonctions publiques, il a conservé l'accès aux biens hérités de la succession privée de sa mère, qui dépasserait les 10 millions selon les rumeurs. En 2022, il a versé un règlement estimé à 122 millions de livres sterling à Virginia Giuffre. Un paiement qui n'a jamais été officiellement confirmé, mais qui a été largement rapporté. Les critiques se sont demandé si cet argent provenait directement des fonds de la reine Élisabeth, soulevant des préoccupations éthiques quant aux finances royales.
Alors que les appels à la transparence se multipliaient, le palais n'a fait aucun commentaire. Socialement, Andrew est devenu un fantôme. Ses apparitions autrefois fréquentes lors de cérémonies royales, y compris le défilé du drapeau et le jour du souvenir, ont disparu du calendrier royal. Son nom a été discrètement retiré des listes militaires et des conseils d'administration des organismes de bienfaisance. Même les événements privés, comme le 37e anniversaire de la princesse Béatrice en Nounotosntot, se sont déroulés sans fanfare. Les observateurs royaux ont décrit cela comme un exil en douceur, non pas banni, mais enfoui sous le protocole. Sa présence, autrefois symbole d'honneur, était devenue toxique. Au début de 2026, les biographes ont commencé à le qualifier de duc invisible, un terme qui, bien que techniquement inexact, saisissait son état de limbe, toujours un prince, toujours dans l'ordre de succession, mais fonctionnellement effacé. Même ses défenseurs dans la presse, autrefois très actifs lors de la controverse de Newsnight en 2019, s'étaient tus. Son héritage n'a pas été annulé. Il a été suspendu indéfiniment. Mais alors qu'Andrew s'estompait, d'autres ont parlé plus fort. Les défenseurs, les survivants et même les législateurs ont tous commencé à imaginer quelque chose de plus grand que la chute d'un seul homme. Ils ont demandé: cela pourrait-il être le catalyseur d'une réforme de la monarchie? La section suivante examine si ce moment mènera à un changement structurel au sein de la famille royale, de la Constitution britannique et de la relation du public avec le pouvoir et le privilège. L'effet d'entraînement, le retrait des titres du prince Andrew, a relancé le débat national sur la pertinence et le pouvoir de la monarchie dans la Grande-Bretagne moderne. Quelques semaines après l'annonce, des membres de la Chambre des Lords ont soulevé des questions sur la codification des procédures de retrait des titres dans la loi. Des propositions ont commencé à circuler pour modifier la loi de 1917 sur la privation des titres, suggérant que non seulement la trahison, mais aussi les fautes grasses et fautes graves pourraient justifier une destitution parlementaire. La machine juridique a avancé en grinçant. Pendant ce temps, un nombre croissant de Britanniques ont exigé la responsabilisation de l'ensemble de la famille royale. Des sondages réalisés en novembre 2025 par YouGov ont montré que 68% des personnes interrogées étaient favorables à la limitation de l'immunité royale. Des forums publics, des panels télévisés et des groupes de réflexion, comme l'Institute for Government, ont organisé des débats sur la question de savoir si les titres héréditaires sont toujours compatibles avec les principes démocratiques. Ce qui était autrefois tabou, la contestation du statut sacré de la monarchie, était désormais une conversation de table. Au sein du palais, des sources ont indiqué que le roi Charles III n'était pas opposé à la réforme, à condition qu'elle protège la survie à long terme de la monarchie. Il a consulté étroitement des spécialistes du droit constitutionnel et a demandé l'avis privé du premier ministre Richard Sunak. Bien qu'aucune législation immédiate n'ait suivi, des initiés ont révélé des discussions sur la limitation des fonds discrétionnaires royaux et l'augmentation de la transparence dans l'allocation des subventions souveraines. Même le duché de Cornouailles, historiquement exempt d'examen, a été soumis à de nouvelles pressions à l'échelle internationale. L'impact s'est répercuté sur d'autres monarchies et en Espagne, où le roi Juan Carlos avait précédemment abdiqué en raison d'un scandale. Les commentateurs ont établi des parallèles avec le prince Andrew. Les médias en Scandinavie et aux Pays-Bas ont discuté de la question de savoir si les membres de la famille royale devraient continuer à recevoir des fonds de l'État s'ils sont inactifs ou déshonorés. Le cas d'Andrew est devenu une étude de cas, non seulement en matière de chute personnelle, mais aussi d'évolution institutionnelle. Et pourtant, au milieu de tous les discours sur la réforme, une vérité plus profonde est restée. Pour les survivants d'abus, les titres n'ont jamais suffi. Ils ne voulaient pas seulement un changement de procédure, ils voulaient la justice. Ce que le dénouement d'Andrew représentait n'était que le début de ce que beaucoup considéraient comme un règlement de compte mondial. Les derniers chapitres de cette histoire posent la question de ce que signifie réellement la justice, en particulier lorsque les personnes au centre ne peuvent plus répondre d'elles-mêmes.
L'héritage de jure. Bien que Virginia Giuffre se soit enlevé la vie en avril 2025, son influence a augmenté après sa mort. Ses mémoires Nobody's Girl, publiées à titre posthume en octobre, sont devenues un best-seller dans 14 pays en une semaine. Le livre brosse un portrait brutal et sans filtre des abus, de la manipulation et de la trahison, non seulement par des individus, mais aussi par des systèmes qui les ont permis. Et en nommant le prince Andrew, il a mis la complicité royale au grand jour. Son frère Sky Roberts et sa belle-sœur Amanda Roberts ont repris sa mission. Ils sont apparus sur BBC Newsite, Sky News et CBS 16 Minutes, appelant à la divulgation complète des documents liés à Epstein par le ministère américain de la Justice. Selon Amanda, seulement 1% des dossiers avaient été décelés. Elle a déclaré « Ce n'est qu'une pierre retournée. Il y en a des centaines d'autres. » Leurs interviews ont suscité de nouvelles pressions sur les responsables du DOJ pour qu'ils agissent avant les élections américaines de 2026. L'histoire de Virginia a également trouvé un écho dans les arts. Des cinéastes ont annoncé la production d'un documentaire pour Netflix et un film biographique serait en pré-production par Amazon Studios. Des podcasts de survivants ont amplifié son récit. Alors que des écoles et des universités à travers le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie ont commencé à utiliser son cas dans les programmes d'études sur les droits de l'homme, la fille autrefois réduite au silence était devenue un symbole de résistance. Mais l'hommage le plus puissant est peut-être venu de la communauté des survivants. En décembre 2025, une coalition de plus de 100 organisations a lancé l'initiative JUR, un réseau mondial de défense des droits qui fait pression pour l'adoption de lois sur l'exploitation des enfants, la traite sexuelle et la responsabilité institutionnelle. Son slogan « La vérité n'a pas de rang ». Les sites associent les titres A du prince Andrew ayant disparu, sa vérité se dresse désormais plus haut que n'importe quelle couronne. Mais alors que le monde se ralliait autour de sa mémoire, une dernière figure est restée figée sur place. Le prince Andrew, plus un duc, rarement une personnalité publique, mais toujours techniquement un prince. La dernière section explore ce que signifie son existence continue en tant que membre de la famille royale de naissance pour la Grande-Bretagne et comment cette histoire inachevée continue de projeter son ombre sur une institution très ancienne. Détrôné, non résolu. Malgré tout, le prince Andrew reste 8e dans l'ordre de succession au trône. Ce seul fait en trouble beaucoup. Comme l'a noté Sean Coughlin, correspondant royal de la BBC, il est peut-être inactif, mais il n'est pas invisible. Sa place continue dans l'ordre de succession, aussi théorique soit-elle, sert à rappeler que la naissance l'emporte toujours sur le comportement dans la plus ancienne institution de Grande-Bretagne. Les critiques demandent combien de temps cela peut-il rester vrai? Légalement, ces titres sont mis de côté, pas anéantis. Il reste conseiller d'État, bien que le palais ne l'ait pas sollicité depuis des années. Son rôle n'est que cérémonial en nom. Et pourtant, il n'a pas été officiellement destitué. Cette ambiguïté a créé un statut liminal pour Andrew. Ni condamné, ni innocenté, ni pleinement royal, ni pleinement mis au banc. Son existence pose une question sans réponse simple. Comment une monarchie gère-t-elle la disgrâce? La réponse viendra peut-être non pas de la loi, mais de l'héritage. Alors que les jeunes membres de la famille royale, comme le prince William et la princesse Catherine, s'orientent vers une institution plus moderne, la présence d'Andrew agit comme un lien avec les anciennes règles intouchables, mais son exil pourrait accélérer la réforme interne. Déjà, des documents divulgués par le Conseil privé suggèrent que d'autres changements aux titres royaux et à la succession pourraient être rédigés d'ici 2027. Pour le public, la question n'est pas de savoir si Andrew devrait s'estomper, mais si la monarchie peut avancer sans lui. La tâche de son scandale perdure non pas à cause de ce qu'il a fait ou n'a pas admis, mais à cause de ce que la couronne a permis. Et tant que les institutions ne choisiront pas la vérité plutôt que la tradition, l'histoire du prince Andrew ne se terminera jamais vraiment.
elle ne fera que s'attarder. Et ainsi, le prince reste ni honoré, ni pardonné, juste présent, en titre, sinon en confiance. Dans l'histoire, sinon dans l'héritage, la monarchie survit, mais non sans laisser de traces. Et le monde regarde, sachant que le pouvoir, une fois brisé, ne peut pas être simplement caché. Il faut en tenir compte haut et fort, ouvertement et pour toujours. La chute du prince Andrew marque l'un des moments les plus déterminants de l'histoire royale moderne. Pas depuis 1919, lorsque le prince Charles-Édouard a été dépouillé de son duché pour avoir pris parti pour l'Allemagne, la couronne n'avait pris une mesure aussi publique et irréversible. Mais il ne s'agissait pas de trahison. Il s'agissait de moralité, de responsabilisation. La plus ancienne monarchie du monde forçait d'admettre que même un prince n'est pas intouchable. À l'intérieur de Buckingham Palace, le silence a suivi l'annonce. Derrière les portes dorées, les aides ont décrit une tension qui ne s'était pas fait sentir depuis la mort de la reine Élisabeth II en 2022. Pour le roi Charles III, c'était à la fois un devoir et un règlement de compte. La famille et l'institution s'étaient heurtées, et c'est l'institution qui a gagné. Dehors, les survivantes du réseau de Jeffrey Epstein ont pleuré. Pour elles, c'était une justice longtemps retardée. Hayley Robson, une ancienne victime, a qualifié cela de petite victoire pour celles qui n'ont jamais été crues. La famille de Virginia, elle aussi, a parlé en larmes, disant qu'elle aurait été fière de ce résultat. Leurs voix ont traversé les continents, un soupir collectif de justification pour celles qui avaient souffert en silence. Pour le public, il ne s'agissait pas seulement de la culpabilité d'un homme. Il s'agissait de privilèges, de pouvoir et de responsabilisation. Un prince, né dans le luxe, avait été reconnu coupable devant un tribunal, dépouillé de ses boucliers et amené à affronter ce que les hommes ordinaires doivent affronter. Dans les rues de Londres, les acclamations se sont mêlées à l'incrédulité. Une monarchie qui symbolisait autrefois la grâce intouchable reflétait désormais une vérité plus fragile. Elle aussi doit répondre à la justice. Et pourtant, au-delà du verdict, les cicatrices subsistent. Le prince Andrew, toujours un membre de la famille royale de naissance, vivra ses dernières années dans une disgrâce tranquille, sa richesse intacte, sa réputation brisée. Son histoire est désormais à la fois un avertissement et un miroir que ni la lignée, ni le titre, ni le royaume ne peuvent échapper à la vérité pour toujours. Alors que les rideaux du palais se ferment sur ce chapitre sombre, une phrase perdure, prononcée par une survivante devant le tribunal à 10h15 du matin. La couronne ne vous rend pas innocent, elle ne fait que vous rendre visible. Et pour la première fois dans l'histoire, la visibilité est devenue un jugement. Le prince est tombé, mais peut-être qu'enfin, la justice s'est élevée.